Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de Eco Hebdo et bienvenue sur la chaîne panafricaine Africable Télévision. Ce soir, des invités, nous en aurons et pour commencer cette première étape de ce numéro de Eco Hebdo, nous recevons sur le plateau Etienne Fakaba Sissoko, économiste, ancien chercheur à l'Université de Bamako. Docteur Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence sur le plateau. Merci à vous pour l'invitation. Deuxième invité, et pas le moindre, Makan Diallo. Il est donc le secrétaire général de la jeunesse Union africaine Mali. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons commencer par vous, Monsieur Diallo. Expliquez-nous en deux mots, c'est quoi JUA Afrique, JUA Mali? JUA, comme son nom l'indique, c'est la jeunesse Union africaine, une organisation panafricaine vouée pour amener l'intégration et l'unité africaine des peuples. Donc c'est ça notre combat et nous menons toutes les activités ayant trait pour atteindre ces objectifs-là. N'est-ce pas, Diallo? Je vois, vous avez donc été lancé au mois de novembre, 19 novembre 92 à Bamako sous un premier nom, oui. OUA, Jeunesse OUA, qui devient par la suite Jeunesse Union africaine, juste après le sommet de Sirte, oui. En 2001. Vous avez cité les objectifs. Oui. Parlez-nous à peu près des activités organisées par cette organisation depuis sa création jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup. Oui, de façon ramassée. De façon ramassée. Depuis notre création, nous avons eu à organiser des forums de la jeunesse africaine. À Bamako, ici, nous avons eu à organiser des caravanes d'intégration sur Ouagadougou. Et pour le moment, nous sommes en train de réfléchir pour amener un forum de la jeunesse sur l'économie, la convergence économique. Donc, toutes nos activités, soit nous le faisons soit de concert avec les frères africains, soit nous le faisons en interne parce que nous avons des antennes dans toutes les régions du Mali. Donc toutes les activités de la jeunesse union africaine, c'est pour atteindre les objectifs de l'unité africaine et les États-Unis d'Afrique. Très bien. Alors Diallo, si on vous posait la question à savoir aujourd'hui, quelle est cette place qui doit revenir véritablement à la jeunesse? Vous avez parlé de l'économie tout à l'heure. Exactement. Nous voyons que la jeunesse de plus en plus s'intéresse à la chose économique. Exactement. Pourquoi de cet engouement pour la chose économique aujourd'hui, Diallo? L'engouement ce n'est autre que dans un monde totalement globalisé, où l'économie est de mise, nous avons réfléchi en ce sens que si vous voyez qu'il y a chômage au niveau de cette couche de la jeunesse, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'émergence, c'est que quelque part nous ne contrôlons pas les cours de nos devises. Donc, raison pour laquelle nous avons dit pour atteindre l'objectif de l'intégration de l'unité africaine, il faut d'abord avoir une indépendance économique. Donc, cette indépendance économique va profiter plus à cette couche juvénile que les vieux. Raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut qu'on s'y mette pour l'atteindre de ces objectifs-là. Donc pour aller vers, n'est-ce pas, une souveraineté, économique. Il va falloir d'abord commencer par une souveraineté économique pour ensuite parler de souveraineté politique. Exact. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, vous êtes dans votre élément, vous qui êtes professeur d'économie à l'université. Que vous inspire une telle initiative de la jeunesse? C'est clair que c'est une initiative d'abord qui est à saluer et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'ils m'ont contacté pour animer cette conférence, j'ai tout de suite dit oui parce que je suis de leur avis que l'indépendance dans toute sa splendeur ne peut être effective que si nous arrivons à cette indépendance économique-là. Donc, c'est des initiatives comme ça que les citoyens, que les jeunes de façon générale doivent commencer à entreprendre pour véritablement récupérer tout leur rôle, toute leur place au sein de la société qu'est la nôtre. Très bien, une société qui est en pleine mutation, ça il faut le reconnaître. Diallo, mais pensez-vous qu'on peut aujourd'hui parler d'émergence, n'est-ce pas, sans pour autant avoir une ressource humaine, ou sinon des ressources humaines qualifiées qui puissent être adaptées? Mais qu'est-ce que vous faites en votre sein pour, n'est-ce pas, attirer la jeunesse à venir beaucoup plus vers la formation et une formation qualifiante pour notre marché? Donc la première des activités que nous menons, c'est la sensibilisation. Nous sensibilisons l'ensemble de la jeunesse pour atteindre les combats, pour mener à bien tout combat, il faut être cultivé. Donc nous les invitons à mieux s'instruire, à mieux se cultiver. Et dans ce sens-là, nous organisons des conférences débats, nous organisons des séminaires ayant trait à la vie de la société. Et l'actualité qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes à notre première étape, une conférence débat qui va un peu éclairer l'ensemble de la jeunesse sur la vision de cette économie.
Et l'étape suivante, c'est la sensibilisation au niveau de nos régions et au niveau de nos pays. Je vais rappeler quand même la thématique de cette conférence débat, c'est la réaction des Africains face à l'idée de la création d'une monnaie africaine. Exactement. Tant attendue. Est-ce qu'elle va avoir la chance de voir le jour un jour? Il faut le dire comme ça. C'est ce que nous allons discuter tout à l'heure. Ça va se savoir sur ce plateau sous peu. Alors, Dr Diallo, avant de vous laisser partir, Makan Diallo, je m'excuse, dites-nous à peu près quelles sont vos perspectives, qu'est-ce que vous entendez faire dans les jours à venir, dans les mois à venir? Ce que nous comptons faire d'abord, c'est à la suite de cette conférence, nous avons eu des recommandations pertinentes. Ces recommandations, nous allons les transformer en documents de plaidoyer auprès d'abord de la couche juvénile, parce que nous sommes les premiers concernés et nous sommes les premiers acteurs de ce combat. Et ensuite, nous allons aller, comme je vous ai dit, vers la sensibilisation, la formation, et pour enfin créer un réseau de la jeunesse, un réseau même de la société civile qui va veiller à la bonne marche de toutes ces recommandations-là afin d'atteindre l'objectif de la création ou bien de l'émergence économique d'Afrique. Voilà qui est bien dit, Makan Diallo. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. J'ose espérer que nous allons avoir d'autres occasions, n'est-ce pas, pour débattre encore une fois en long et en large, n'est-ce pas, des préoccupations de votre organisation. Encore une fois, bon vent et bonne continuation. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Chers téléspectateurs, nous allons revenir sous peu et nous allons voir un autre invité sur le plateau. À tout de suite. Donc, on recevait sur ce plateau M. Makan Diallo. Il est donc le secrétaire général de la jeunesse Union africaine Mali. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, vous qui êtes enseignant, vous venez d'écouter Diallo. Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller vers une refonte du système éducatif de nos pays respectifs? Parce que là, il va falloir mettre les jalons qu'il faut pour aller vers cette émergence. Absolument. On le sent qu'il y a un véritable décalage aujourd'hui entre l'offre de formation et aujourd'hui le marché de l'emploi. Donc pour corriger ces différentes lacunes, il y a lieu véritablement d'aller vers une refonte de notre système éducatif, mais surtout d'adapter notre contexte au système actuel, le système LMD que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est pourquoi d'ailleurs nous, aujourd'hui, nous saluons l'initiative de la jeunesse africaine qui rentre dans le cadre de l'éveil de conscience, où tous les acteurs aujourd'hui, que ce soit de la société civile ou des autorités politiques, ont un rôle crucial à jouer. Aujourd'hui, la communauté des chercheurs est face à sa responsabilité de jouer pleinement sa partition pour l'émergence d'une société éveillée pour le développement économique de nos États. Très bien. Parlant de la communauté des chercheurs, nous recevons donc sur ce plateau, chers téléspectateurs, le professeur Abdoulaye Yang. Il est directeur exécutif du CNR. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Merci de l'invitation. Alors, professeur, vous venez d'écouter Etienne Fakaba Sissoko. Partagez-vous son opinion? Est-ce que vous la partagez? Absolument. Je pense que ce qui manquait aujourd'hui, c'était la communauté des chercheurs socio-économistes. Nous ajoutons sur le co-entrepreneuriat, parce que le monde n'est que co-entrepreneuriat, c'est les relations. Et comment étudier ces relations? Il faut une communauté de chercheurs, et socio-économistes en particulier. Et je vois l'émergence de ça, parce qu'il est directeur d'un centre également. Et le centre d'études stratégiques, quand on le disait au départ, on dit mais qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi ça, centre d'études stratégiques? À une réunion de haut niveau, on dit chercheurs. On dit, mais chercheurs, c'est quoi? En fait, les chercheurs sont importants en période de crise. Seuls les chercheurs sont capables de proposer des solutions qui peut-être peuvent être considérées comme politiquement impossibles, mais à l'explication, ces notions deviendront politiquement incontournables. Donc nous avons un rôle extrêmement important en cette période de crise sociale globale et sécuritaire qui frappe non seulement le Mali, mais qui frappe l'Afrique et qui frappe le reste du monde. Donc les jeunes ont pensé que, suite à l'intervention du président du Tchad sur le CFA, qui s'est demandé pourquoi notre développement économique est encore sous-traité ailleurs, la monnaie est sous-traitée ailleurs, et il s'est posé cette question, et puis les jeunes ont pensé qu'ils devraient réunir et à la fois les hommes des médias, mais aussi la communauté des chercheurs socio-économistes et la société civile, pour qu'ensemble nous formons cette coordination nationale de veille stratégique et citoyenne, qui toutes les fois que nous voyons qu'il y a quelque chose qui va vers le rouge, eh bien on tire la sonnette d'alarme.
et c'est la mobilisation générale. Donc c'est vraiment... Effectivement, je rappelle d'ailleurs que c'est la thématique qui a été donc débattue ce matin. Vous y étiez avec Dr Etienne Fankaba Sissoko. Je rappelle, la thématique, c'est la réaction des Africains face à l'idée de la création d'une monnaie africaine. Une monnaie africaine, mais avant d'y arriver, j'aimerais savoir, professeur, nous avons aujourd'hui une jeunesse qui quand même nous montre à suffisance qu'elle veut aller de loin, qu'elle veut vraiment poser des jalons, qu'elle veut participer aux débats sociaux, qu'elle veut prendre une part active, n'est-ce pas, apporter sa pierre à l'édifice. Mais qu'est-ce qui freine son élan? Bon, en réalité, le fait qu'ils aient cette ambition, c'est très heureux. Parce que nous, notre génération, nous sommes responsables de la situation de la crise sociale globale et sécuritaire. On n'est pas tous comptables, mais on est tous responsables. Donc, c'est notre devoir de remettre à la nouvelle génération une Afrique en meilleur état, ou même un monde en meilleur état que ce que nous avons hérité de nos parents. Et ça, c'est le grand défi. Donc, quand il y a une jeunesse qui prend conscience, qui se dit, mais est-ce que la problématique du CFA, par exemple, aujourd'hui, n'explique pas en grande partie aussi la situation dans laquelle on se trouve? Quelle est notre réaction par rapport à ça? Comité de chercheurs socio-économistes que nous sommes, avec Etienne, plus jeune, et nous autres ayant parcouru un tout petit peu, on a voulu mutualiser nos connaissances et essayer d'entretenir ou mutualiser nos connaissances avec le public, qui était très nombreux aujourd'hui ce matin, et nous avons débattu. Et je pense qu'on aura l'occasion de dire un peu plus là-dessus. Mais ils ont intérêt à se réveiller, parce que s'ils nous laissent encore continuer, le futur n'est pas brillant. Nous, c'est quand vous disiez s'ils nous laissent continuer. Nous avons 60 ans, 70 ans, on est en phase de ménopause. Il faudrait bien que la jeunesse soit là pour nous rendre un peu potents et puis pour qu'on puisse continuer à partager nos expériences. Absolument, je suis d'avis avec vous, professeur. Et comme dirait l'autre, qui prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir. Aujourd'hui, Dr Etienne Fankaba Sissoko, c'est heureux d'entendre un professeur à la dimension de M. Nyang dire la chose suivante: il faut faire confiance à la jeunesse. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas confiance à cette jeunesse? Pourquoi on ne veut pas lui donner sa chance? C'est malheureusement, la faute elle est partagée. D'abord, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager une conférence, l'animation d'une conférence avec le professeur Nyang. Mais ce qui est beaucoup plus patent, c'est aujourd'hui le fait que tous les jeunes, sans exception, qui émergent ne serait-ce qu'un tout petit peu, sont captés justement par ces dirigeants ou ces loups, si on peut les appeler ainsi, qui malheureusement détournent de ce chemin-là qui les conduira vers leur salut. Donc il y a de ce point de vue-là, la responsabilité des jeunes qui sont souvent très pressés d'avoir cette ascension personnelle, d'avoir cette ascension professionnelle. Mais il y a aussi ceux-là, les vieux de 70 ans, 60 ans, qui ne veulent justement pas que les jeunes découvrent certaines de leurs failles et qui sont prêts à tout pour être des freins à leur développement. Donc aujourd'hui, l'éveil de conscience dont il est question, c'est justement mettre un frein à tout cela. Que les jeunes sachent que ce n'est pas dans ce schéma actuel-là que nous pouvons nous développer, mais simplement en étant conscients de notre condition de vie, en étant conscients de notre capacité à changer les choses, mais surtout en étant conscients du fait que le vrai pouvoir, c'est nous. Le vrai pouvoir appartient donc à la jeunesse, adossée, n'est-ce pas, à des compétences et à une certaine génération qui a vécu et qui continue, n'est-ce pas, à partager ses expériences avec la nouvelle génération. Une symbiose donc parfaite. Absolument. Professeur Nyang, vous avez donc débattu de cette problématique liée, n'est-ce pas, à la zone CFA. Si on vous posait la question aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'il faille rester dans le CFA, que répondriez-vous? Le CFA est né en 1945. C'est suite à la conférence des Nations Unies sur la monnaie et la finance qui a vu la naissance de la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, et puis après en 1944 et puis en 1945 il y a eu la conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale qui a adopté la Charte des Nations Unies. Absolument. Et le CFA, suite à la dévaluation du franc français par rapport au dollar américain qui a été vraiment violent, la France ne pouvait faire autrement pour amortir le choc sur son économie, sur ses populations. Il s'est retourné vers les colonies
et a créé le CFA, mais en disant que c'était en solidarité par rapport aux pays africains pour faciliter leur exportation vers la France. Donc ils ont fixé une parité qui permettait aux colonies d'exporter plus facilement pour amortir le choc créé par le grand frère des États-Unis. Donc il faut que vraiment qu'on comprenne ça. Oui, excusez-moi pour ça, c'était juste pour avoir son avis là-dessus. Oui. Le CFA quand même a apporté pas mal de bien au continent africain, je me trompe. Si c'est le cas, corrigez-moi et dites-nous à peu près qu'est-ce qu'on reproche à ce franc CFA. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, il faut sortir de ce système de coopération monétaire avec la France. D'abord, première raison, c'est que le professeur l'a rappelé, le CFA est une propriété de la France, est une monnaie créée par la France, donc qui viole dans ce cadre-là la souveraineté de l'ensemble des États qui l'utilisent en tant que monnaie. Deuxième raison, c'est que dans le cadre de la coopération avec la France, si on regarde les indicateurs économiques, on voit que, à travers l'IDH, l'indice de développement humain, vous remarquerez que l'ensemble des pays qui utilisent le CFA comme État-monnaie sont en bas du classement de ce classement-là. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que le CFA est le seul problème qui est responsable du retard de ces États, mais la politique monétaire utilisée dans ces États en est pour quelque chose. Et troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette urgence-là aujourd'hui de sortir du CFA pour la simple raison que nous avons un marché de plus de 200 millions de personnes qu'il faudra mettre en place, la zone CEDEAO. C'est un marché qui n'est pas négligeable. Il faut donc aller dans ce processus de création pour justement profiter le mieux de ce. Donc je suis entièrement d'accord avec le professeur sur toutes ces questions. Le CFA ne sert que les Français. Alors, professeur Nyang, je vais me tourner vers vous. Cette fois-ci, c'est de vous poser la question à savoir quelles peuvent être les conditions aujourd'hui, n'est-ce pas, à la création de cette monnaie unique, tant escomptée par pas mal de dirigeants. Je crois que c'est ce qui va véritablement redonner, n'est-ce pas, de la valeur à cette Union africaine. Oui, en réalité, il faut passer par un chemin détourné. Il faut aller vers une convergence de nos économies. Il faut aller vers la croissance inclusive. Il faut aller vers le capitalisme inclusif. Mais le problème, fondamentalement, on prend l'exemple de la Chine. La Chine, aujourd'hui, avait une monnaie qui n'était pas, dans le temps, qui n'était pas connue des uns et des autres. Aujourd'hui, leur monnaie est très bien connue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la délocalisation des industries des États-Unis, des nations européennes, vers la Chine, pour plus de profit pour les entreprises multinationales. Et finalement, la Chine s'est trouvée étant le détenteur des réserves, ou la réserve la plus importante en dehors des États-Unis en dollars. Si la Chine veut aujourd'hui faire tomber le gouvernement d'Obama, il peut le faire à travers la manipulation monétaire. Dans notre cas, c'est le sens inverse. Notre monnaie se trouve avec la France. Mais la France, nos réserves sont là-bas, des milliards et des milliards, et donc on ne connaît pas le montant exact, comme ce qu'il a dit. Mais le problème le plus important, c'est que la France a une capacité de création de croissance économique nulle. À 10 mois de l'année, ils comptent toujours aller de 0 à 1. Et le mois de décembre, c'est une période de congé. Ils trompent qui? Eux-mêmes ou bien nous? Si nous savons maintenant que nous sommes la région de croissance économique globale, nous passerons par notre puissance économique pour faire du CFA, ce que le président du Tchad a dit, comme du chiffon. C'est-à-dire qu'il faut le rendre inutile. Mais n'allons pas à la confrontation de créer notre monnaie, parce que le coût de transaction est très élevé. Moi, j'ai participé à la création de la monnaie de la CEDEAO, ECO. On a fait beaucoup de réunions, y compris celui de 2007, où on était d'accord que la convergence techniquement était là, et que ce qu'il fallait seulement, c'était de déclarer au sommet que la monnaie est créée. Je peux vous assurer, quand on est revenu pour la fin des travaux et tout, on a dit, oui, mais la Gambie, le Nigeria, on avait tout perdu. Tous les gains qu'on a eu pendant 2-3 jours de débat, on a tout perdu parce que la volonté politique n'y est pas. Il faut compter sur la mobilisation générale qui sera faite autour de l'Afrique, que si l'Afrique est la région de croissance économique globale, on ne peut pas avoir affaire à 55 pays, et bientôt peut-être d'autres pays. Le Soudan a été divisé. Le coût de transaction entre tous ces pays-là pour que la globalisation soit vraiment une opportunité de prospérité partagée, ça va être très difficile. Donc on va imposer aux Africains, par la force de leur économie, par la force de leur croissance économique, imposer une monnaie unique. Une monnaie unique. Et en ce moment, ce n'est pas que
nous ne serons pas, avec la jeunesse que nous avons vue maintenant, ils vont former un réseau africain de veille citoyenne sur l'avènement de la monnaie unique, mais que ce ne soit pas à notre détriment, mais plutôt que ce soit sur une vision de globalisation de l'entrepreneuriat, la prospérité partagée qui amène la stabilité, la paix et la sécurité. Mais pensez-vous pas, Dr Etienne Fakaba Sissoko, que le couac pourrait plutôt arriver au niveau de la taille, n'est-ce pas, des pays? Je veux parler en termes de ressources financières, parce que les pays n'ont pas quand même les mêmes potentialités, ils n'ont pas les mêmes puissances économiques. Pensez-vous pas que ça puisse créer un problème un jour? Quant à l'idée d'aller vers une monnaie unique et tout? Je crois d'ailleurs que ça va être une des forces de la sous-région. Si c'est bien compris. Si c'est bien compris, bien entendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fatigue l'UEMOA? C'est que nous n'avons pas un pays leader qui draine l'ensemble des économies africaines, l'ensemble des économies de la sous-région. Mais avec la zone CEDEAO, par exemple, l'avantage, c'est que le Nigeria, aujourd'hui, peut être un potentiel qui peut même revenir en dernier prêteur à certains États en cas de difficulté. Donc oui, c'est un obstacle qui peut venir pour ceux qui manquent de volonté politique, justement, mais je crois que dans la situation actuelle, les pays africains gagneraient plus à aller dans ce schéma de création d'une monnaie unique que de rester chacun cloîtré dans sa zone. Parce que, comme le dit l'adage, l'union fait la force. Et aujourd'hui, nous sommes face à notre destin de nous unir pour faire aboutir des solutions qui sont à la hauteur aujourd'hui des ambitions de nos peuples et des populations. Très bien, nous allons donc aller sur la deuxième phase de notre entretien, de notre débat. Aujourd'hui, nous le voyons, nous le sentons d'ailleurs, cette présence assez massive d'investisseurs étrangers qui viennent dans nos différents pays. Et qu'en pensez-vous, professeur Niang? Non, en réalité, il y a quelque chose de positif qui s'est passé. À partir de 2012-2013, le risque de nationalisme des ressources est devenu le risque numéro 1 de menace contre les multinationales qui sont des sociétés multinationales à emprise, non seulement sur nos terres et nos ressources naturelles, selon une doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles, mais aussi qui leur donne le droit du principe d'acquisition du titre de propriété de nos terres, et c'était les terres des païens et des infidèles, quand la première fois en 1496, la charte a été remise par Cabo par la couronne britannique. Et en même temps, il y avait des sociétés secrètes qui utilisaient un système financier mondial totalement discriminatoire. C'est pourquoi l'objectif numéro 8 du millénaire pour le développement était sur ce partenariat mondial. On vient de terminer l'Assemblée générale. On est parti maintenant sur les objectifs de développement durable. Là. En 2030 encore, on a mis l'objectif numéro 17 sur la même chose. Donc tout le monde est conscient aujourd'hui que l'Afrique, qui devient une région de croissance économique globale, est aussi une région à haut risque. Que ce n'est plus possible de continuer à faire autrement. C'est-à-dire que vous le voulez ou pas, vous allez être de la globalisation. Mais nous, les chercheurs maintenant, nous allons nous assurer que cette globalisation est à prospérité partagée. Nous sommes d'accord que 55% de tout ce que nous produisons comme richesse dans une nation, par exemple comme le Mali, parce que les investisseurs viennent, mais ce qu'ils appliquaient, ils ne peuvent plus survivre avec ça. Donc nous avons dit 45% viennent à nous, 15% vont aux autres pays africains, parce que tout le monde a des ressources naturelles en Afrique. Il n'y a aucun pays petit, hein. Il ne faut pas le voir. Aucun pays n'est petit aujourd'hui en Afrique. Ils ont tous des ressources naturelles dont le reste du monde a besoin, que le reste du monde n'a pas. La Chine en a, mais la Chine dit, je me tourne vers moi-même. Je suis à 7%, mais pour ma population maintenant. Donc ce n'est que l'Afrique seulement qui est ouverte au reste du monde. Ça fera que finalement, tout va aller comme il faut par la force de la globalisation. La seule chose que nous sommes en train de traverser maintenant, c'est que la création de la croissance nous semble aller vers l'armement, vers la guerre, vers les industries de guerre, vers les industries de services. Ce qu'on pourrait même appeler l'économie de la guerre. L'économie de la guerre, avec les services de sécurité. Aujourd'hui, vous voyez des caméras un peu partout, dans nos maisons même. Je peux être là maintenant en train de voir ce qui se passe dans ma maison. Mais tout ça, ça fait partie d'une transition, mais on va revenir à l'économie réelle. Et quand on va revenir à l'économie réelle, le lion va se lever, et c'est l'Afrique. Le lion se réveillera un jour, je l'espère. Nous sommes au terme donc de ce numéro de Eco Hebdo. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'on recevait sur ce plateau donc le professeur
Abdoulaye Niang, il est directeur exécutif du Séné, qui est un centre de recherche, et également Dr Étienne Fakaba Sissoko, économiste. Quant à vous, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, nous avons donc débattu de la thématique qui était proposée par cette jeunesse, l'organisation de la jeunesse de l'Union africaine, Antenne du Mali, qui débattait de la réaction des Africains face à l'idée de la création d'une monnaie unique. Que Dieu bénisse l'Afrique. À très vite. Bonsoir.